20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, vous avez demandé une belle bande de rigolos qui réfléchissent. Eh bien, nous allons vous les offrir. Vous allez un peu loin. C'est une bande de rigolos, Cécile. Oui, ma chère qui Cécile. réfléchissent. Ah oui, vous êtes drôle. Ah bon? Ah bah oui, vous êtes drôle. Ah bah ça, c'est sûr, vous êtes drôle. Non, excusez-nous, Cécile, on a quand même le droit d'avoir des doutes parce qu'il y a une frontière entre débile et rigolo, il y a une frontière, vous la franchissez ou pas? Déjà, faudrait-il que moi-même je puisse la franchir, déjà. Si je pouvais franchir cette ligne, je saurais parler de vous, déjà, ce qui ne serait pas facile. Elle est excellente. Donc je dis des mots comme ça, et ensuite vous faites le tri. Et ça fait des phrases, en fait. Bah, c'est ça. Ça fait des années que ça marche comme ça. C'est un jeu, je jette des mots comme ça, et vas-y, éclatez-vous pendant 3 heures. En tout cas, allez, vraiment, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Allez, le sommaire de cette émission. Le grand débat du jour à 17h30, les députés et sénateurs de la commission mixte paritaire ont trouvé un accord sur le projet de loi immigration. Le Rassemblement national annonce qu'il votera le texte au Sénat et à l'Assemblée. Pour rappel, les travaux de la commission avaient commencé hier, avaient été interrompus plusieurs fois à cause de débats houleux sur l'accès des étrangers aux APL, Philippe. Alors vous, parlons vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté puisque ce projet de loi, a priori, a viré carrément à droite suite à l'influence des sénateurs LR? Est-ce que vous pensez que, après des années de tabou, l'immigration n'est plus un sujet tabou? Est-ce que pour vous, vous vous sentez entendu avec ce projet de loi? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ah oui, c'est étonnant. Notre expert pour en parler, Jean-Christophe Gallien, sera avec nous, politologue et conseiller en communication. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé hier la formation d'une coalition en mer Rouge pour contrer les attaques irresponsables, je cite, des rebelles houthis du Yémen sur le trafic maritime. Cette opération baptisée Gardien de la prospérité associe donc 10 pays, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Canada, le Bahreïn et les Seychelles, Philippe. Alors parlons vrai, craignez-vous une nouvelle amputation de votre pouvoir d'achat puisque maintenant les bateaux vont devoir faire tout le tour de l'Afrique et au lieu de passer 1 mois à venir d'Asie, passer pratiquement 2 mois et faire flamber le prix du transport? Est-ce que vous avez peur de conséquences où nos usines ne pourront plus tourner parce qu'elles n'auront pas les composants qui viennent d'Asie, voire même une crise sur le pétrole, comme une grande partie du pétrole mondial transite par la mer Rouge, attaque des Houthis en mer Rouge? Craignez-vous des conséquences sur les économies européennes? Vous dites oui à 54%. Et pour reprendre un jeu de mots de Philippe Bilger, nous allons vous donner des outils pour comprendre la situation. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Oui, Il l'a fait avant vous. Il faut être Ma chère Françoise, c'était fait avant. Vous tentiez, comme tout à l'heure, vous allez le faire. Ah, mais je tentais rien du tout. C'est jamais Le pas Kikadi, ça commence déjà, le Kikadi. Les amis, on finit et puis ensuite on revient à vous. Alors, pour en parler, Tigran Yegavian sera avec nous, membre du comité de la rédaction de Revue Conflit et professeur de l'université Schiller. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bah tiens donc, qui sont nos vraies voix du jour? Je regarde dans mes petits papiers. Ah, il y a Philippe Bilger. Bonjour Philippe Bilger. Gros miracle, il est tellement rarement là. Je savais pas. Quelle surprise. Françoise de Gouache. C'est surprenant. Oh, vous êtes là, Françoise. Moi, je l'ai pas vu, je suis arrivé très discrètement. Vous savez quoi, Françoise? Elle est passée par le trou de la serrure. C'est un miracle. Vous êtes là. Merci beaucoup. Jean Dorido est là aussi. Bonsoir, les amis. Et permettez-moi de vous dire que quand je vois qu'il y a dans ce studio avoir un docteur en psychologie, je me dis que c'est pas inutile. Vous savez, Philippe, que ça fait quand même 7 ans que vous faites toujours la même vanne, ou ça 5 fait ans du bien, avec des points de Dorido repère, quand il est là. Mais en fait, c'est incroyable. Tant qu'il ne l'a pas comprise, il l'a refait. C'est ça. En fait, c'est vous qui avez besoin. Moi, je crois que c'est un appel. Vous voulez pas vous allonger un peu? Racontez-nous votre enfance. Parce qu'il y a forcément des trucs à dire. Il l'a déjà fait un peu un jour et de manière très émouvante d'ailleurs. Non mais vous. Ça commence. Non mais ça explique beaucoup de ses fragilités. Ça commence. La campagne du Kikadi a commencé. Sans déconner. C'est dans 3 quarts d'heure, il commence déjà la lèche. Je n'arriverai jamais à le détourner de son favori. Non mais si vous regardez Philippe sur une vidéo, vous verrez qu'il est totalement en ligne avec son moi intérieur. Comme sa chemise, pareil. Comme sa chemise. Magnifique chemise au demeurant. Ouais, et vous auriez pu dire magnifique vanne, merci beaucoup. Allez, 0826 300 300 avec nous Arnaud du Morbihan. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir, merci de, Salut Arnaud. Bonsoir Arnaud. de m'appeler. Ben oui, mais c'est vous qui nous appelez. On va parler de quoi dans un instant, mon cher Arnaud?
Eh ben, écoutez, moi, je suis un ancien Parisien qui a fui C'est pas et grave. qui est maintenant dans une belle région bretonne. Oui. Et donc, je suis outré à chaque fois que je retourne à Paris parce que je ne retrouve plus le Paris, le vrai Ah oui, Paris. ah oui, avec- oui. Voilà. On va en parler. Vous bougez pas, on va en parler dans un instant. Les 0826 300 300. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Merci beaucoup. Oui, bonjour Sud Radio, Sabine de l'Hérault. Je vous appelle pour deux sujets qui me paraissent importants dans la semaine. Concernant la laïcité, il faut quand même savoir que les fonctionnaires, nous avons obligation, une demi-journée cette année, de faire 3 heures sur la laïcité. Donc je l'ai fait. L'expérience, écoutez, à part de parler à des neuneux et je sais pas, c'est pas approfondi, ça s'adresse vraiment à des gens à ras des pâquerettes, donc on n'a pas trop compris. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entendu Monsieur Bayrou parler à la radio, ça m'a fait bondir dans ma voiture, concernant le texte de loi sur justement l'immigration. Il s'insurge du fait qu'on n'a pas débattu à l'Assemblée, mais Monsieur Bayrou, la retraite, on a débattu, donc il faut arrêter de déconner, quoi. Quand on dit que c'est pas possible de pas avoir débattu, il était où pour la retraite, ce monsieur? Donc il y a beaucoup de sujets qui énervent beaucoup les Français, il faut peut-être réagir un petit peu, la moutarde montonée. Voilà. Et le RN, à mon avis, au niveau des européennes, malheureusement, va crever le plafond. Voilà, c'est tout. Bonne journée. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même amusant de pleurer sur le non-vote suite à la motion de rejet quand on a autant de fois utilisé le 49.3, Philippe Bilger. Et puis François Bayrou, je l'ai écouté, a été épouvantablement mauvais dimanche dernier, d'une longueur. Mais je sais pourquoi il est long, mais là il a abusé. Oui, mais parce qu'il est mal, parce que sa majorité... Non, mais c'est même pour des raisons purement techniques. Non, quoi. mais je pense en plus qu'il est mal, il va être obligé de voter un texte. Moi j'en ai un peu marre des états d'âme de tous ces gens qui disent on n'a pas envie de voter, mais on va aller le voter. Ben écoutez, ne le votez pas, prenez vos responsabilités. Sur le Rassemblement national qui va crever le plafond, elle a probablement raison. Je dirais juste que les européennes ne sont jamais une lampe de rancement pour les présidentielles, jamais. Matteo Salvini, en Italie, en 2019... 34,5% des voix, le plus grand score du mix d'extrême droite. Giorgia Meloni à l'époque 6%. Regardez ce qui s'est passé 2 ans après. Jean de Rideau. Non, écoutez, c'est vrai que je vous rejoins. Le 49.3 a été quand même utilisé, réutilisé jusqu'à la corde. Donc là, manifestement, il y a au moins un débat quand même dans cette fameuse commission mixte paritaire. Donc ça progresse quand même. Allez, 0826 300 300, Arnaud, direction le Morbihan. Arnaud, Paris a changé selon vous? Oh oui. Alors là, la cerise sur le gâteau, c'est le démontage des bouquinistes. Là, c'est vraiment l'âme de Paris que l'on s'acharne à
Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On fait l'appel aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean Dorido. Oui. Bien entendu, vous êtes un peu psy, hein. Oui. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, et ça, on va expliquer comme que pendant les pubs, Françoise Degois s'allonge et qu'il l'analyse. Oui, et Philippe Bilger aussi. Mais non, il est moins grave que vous. Vous êtes dans l'obsession. En fait, c'est un problème, c'est que vous êtes obsessionnel, en fait. Jean, c'est comment ça s'explique? Comment petit déjà? D'abord, est-ce que vous avez tété votre mère? C'est vraiment important. Chez les psychanalystes, la névrose obsessionnelle, c'est un rapport avec le derrière. Mais ça a toujours tout un rapport avec ce que je veux dire. Allez, on y va les amis, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et on parle de quoi? On va parler de la commission mixte paritaire qui a trouvé un accord sur le projet de loi immigration. Le RN et LR crient victoire, tout comme le ministre de l'Intérieur. La gauche s'indigne. Et puis on va évoquer aussi ces projectiles, des excréments, des appareils, des œufs, des boîtes de conserve jetés à Marseille dans une cour d'école par des riverains gênés par le bruit. Les élèves sont obligés de se mettre à l'abri. Et en 3 mots? Eh bien, en 3 mots, ça donne loi immigration et projectile. Oui, tu dis pas caca, Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Immigration, caca. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur la contradiction en politique, monsieur le procureur, notamment sur Jordan Bardella qui a été traité de margoulin et de faux patriote. Oui, j'ai écouté ce matin un bout d'Aurélien Pradier chez Jean-Jacques Bourdin. Absolument, député LR. Le début, la moitié de l'entretien me paraissait tout à fait convenable et pour une fois dans la ligne des Républicains. Et dans la seconde moitié, à un certain moment, parce qu'il faut bien montrer qu'on n'est pas capable de s'allier avec le RN, il a indiqué que Bardella était un faux patriote et était un margoulin. Alors, je me suis interrogé et je vous interroge, est-ce que la contradiction politique est nécessaire? On n'est pas favorable au Rassemblement national, mais est-ce que lorsqu'on traite un chef de parti qui a tout de même une multitude, des millions d'électeurs derrière lui, de margoulins et de faux patriotes, est-ce qu'on est toujours dans la contradiction politique ou est-ce qu'on rentre dans l'insulte partisane de la même manière lorsqu'un autre dit c'est de l'arnaque nationale? Peut-être ai-je conscience tout de même, et c'est ma faiblesse, de me poser ce type de questions parce que je ne suis pas insensible aux extrémismes. Je veux dire par là que j'ai du mal à insulter des partis qui sont légitimés par l'espace démocratique et qui se trouvent à l'intérieur. Alors je rappelle ce qu'est un margoulin pour le Larousse, c'est un commerçant, un homme d'affaires peu scrupuleux. Bien sûr. Françoise Degois. Ouais, l'insulte. C'est-à-dire que je vous comprends pas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'insulte. Pour moi, l'insulte, c'est quand Éric Dupond-Moretti fait un doigt d'honneur aux députés et même 2 fois à l'Assemblée nationale. Ah bon? Là, vous vous souvenez pas de ça? Si, bien donc, sûr. C'est ça François. une insulte. Ah bon? On est dans le débat politique. Je vous traite de margoulin, de joueur de bonneteau, de clown, etc. Moi, mon sentiment, c'est que honnêtement, il n'y a pas de quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Faux patriote, il a le droit de le dire. Il a le droit de le penser. C'est une vraie insulte politique. C'est vraiment idéologique, faux patriote. Dire que Jordan Bardella, moi, Aurélien Pradier, je considère que ce n'est pas un vrai patriote, c'est un faux patriote. Je vois pas votre... Mais là, je ne vous rejoins pas du tout le François, sujet, en fait. Parce que là, encore une fois, je pense qu'on a droit à la nuance et que la contradiction politique impose, bien sûr, une certaine qualité de pensée, mais que lorsqu'on traite son adversaire de margoulin, alors qu'il est pire, mais Bardella fait pire. Mais bien sûr, François, je ne dis pas que c'est gravissime, je dis qu'on n'est plus dans le débat politique. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est encore dans le débat politique. C'est quand on commence sur les insultes, connards, Jean Dorido. Là, on n'est plus dans le débat. Jean Dorido qui n'est pas un margoulin. Pardon. J'espère. Alors, pour le coup, oui, c'est vrai que je trouve quand même... Alors, j'ai le sentiment que ça fait partie du spectacle politique. C'est quand même un fait. Il y a dans une démocratie comme la France, il y a une dimension spectaculaire à la Guy Debord
d'humeur dans le débat. Et c'est un fait, oui, je veux dire, si on pouvait ne jamais dépasser le niveau d'incorrection que celui auquel se réfère Margoulin, je pense qu'on aurait vraiment une assemblée d'une bonne tenue. C'est un fait qu'un garde des Sceaux qui fait des doigts d'honneur dans l'hémicycle, ça me semble être beaucoup plus violent. Le président de la République qui dit je veux emmerder les non-vaccinés. Ça, c'est un fait quand même. Ça, c'est choquant. Ça, c'est vrai. Mais je vous ai pas entendu trop crier là-dessus. Françoise. Les amis, le respect vaut aussi pour l'heure. Merci en tout cas. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont loi, immigration et projectiles. Députés et sénateurs ont trouvé un accord sur le projet de loi immigration en commission mixte paritaire. Le ministre de l'Intérieur s'en félicite, tout comme LR et le RN. La gauche, elle, crie au déshonneur. Malaise aussi dans une partie de la majorité. Et puis, une cour d'école visée par des projectiles à Marseille. Voilà. Des œufs, des boîtes de conserve, des excréments, des appareils électroniques jetés par des riverains. Mécontents du bruit, les enfants passent désormais leur récré réfugiés sous le préau jusqu'à nouvel ordre par sécurité. C'est dingue, ça. Les vraies voix Sud Radio. La fumée blanche est donc sortie de la commission mixte paritaire avec un compromis sur le projet de loi immigration. Le délai de 5 ans avant de toucher certaines aides sociales ne serait mis en place que pour les étrangers qui ne travaillent pas. Les régularisations de sans-papiers dans les métiers en tension seraient au cas par cas à l'appréciation du préfet, un peu finalement comme dans l'ancienne version du Sénat. Résultat, il y a beaucoup de monde pour crier victoire ce soir. Marine Le Pen annonce qu'elle votera ce texte dans lequel elle voit une victoire idéologique pour son parti, le RN. Sur le concept de priorité nationale, il y a incontestablement, encore une fois, une victoire de nos idées. Sur le principe, ce concept est validé et évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Alors, comme en écho du côté d'LR, c'est notre texte qui est sorti de cette commission, réagit Éric Ciotti. C'est notre texte, ce que nous avons posé, notamment en matière de prestations sociales différenciées, va mettre un terme à l'appel d'air migratoire qui faisait de notre pays le modèle social le plus généreux d'Europe et qui faisait donc de la France la destination privilégiée pour les migrants. Au contraire, le président des députés PS, Boris Vallaud, parle de grands moments de déshonneur. Selon lui, je cite, « Au crépuscule de sa vie, Jean-Marie Le Pen a gagné ». Réaction similaire du communiste André Chassaigne dans l'hémicycle. Vous êtes sur le point de commettre l'irréparable. Depuis plusieurs jours, les pires tractations politiciennes ont lieu dans le huis clos de Matignon et de l'Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs. Vous instrumentalisez la CMP pour contourner le Parlement et conclure coûte que coûte avec la droite LR alignée sur les positions du Rassemblement national. De son côté, Gérald Darmanin se félicite en évoquant des mesures qui protègent les Français. Le ministre de l'Intérieur sur la défensive, forcément face aux critiques de la gauche. Ça vous faisait moins de peine la semaine dernière quand le Rassemblement national se levait pour vous applaudir. Vous mentez, parce que dans le texte de la CMP, il y a bien la régularisation des travailleurs des métiers en tension. Vous mentez, parce qu'il y a bien la fin des mineurs dans les centres de rétention. Et il y a des distinctions entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais cette distinction a déjà été faite en 1988 par Michel Rocard pour le RMI. Alors, pour autant, cet accord crée des doutes et même un certain malaise dans la majorité. Selon l'agence France Presse, lors d'une réunion du groupe Renaissance, le député Gilles Legendre a dit redouter que la majorité, je cite, ne mette le doigt, la main puis le bras dans un engrenage qui fait de la doctrine historique du RN l'alpha et l'oméga du débat politique. Plusieurs voix comme ça devraient manquer aussi du côté du MoDem. À titre personnel, je ne voterai pas ce texte, par exemple, a d'ores et déjà indiqué tout à l'heure le député centriste du Finistère, Erwan Balanan. 3e mot, projectile, avec les scènes ubuesques dans une école du 15e arrondissement de Marseille. Des excréments, des légumes, même des consoles de jeux jetées sur des enfants, des habitants des immeubles voisins de cette école de Marseille jettent toutes sortes de projectiles. Une drôle de manière de protester contre le bruit. En attendant de trouver les coupables, les enfants passent les récrés désormais sous le préau. Jacqueline Taïré, déléguée des parents d'élèves. L'école est sujette à de nombreux jets de projectiles. Il y a eu un élève qui s'est pris une boîte de conserve dans le dos, un élève qui s'est pris un œuf sur la tête, des élèves qui ont été éclaboussés par des excréments, ça va très loin, des consoles qui sont jetées, et le dernier c'était un sabre. On a mené nous une enquête de notre côté en tant que parents délégués. D'après le voisinage, c'est le bruit des enfants qui gênerait certaines personnes qui travaillent de nuit et qui n'arrivent pas à se reposer la journée. Là on réclame des solutions. La mise en place d'un plus grand filet, la récréation il n'est pas sous le préau, ils alternent. Même le sport ils le font sous le préau. Il y a eu des dépôts de plainte aussi, la part de la directrice, des parents, parce que ça commençait vraiment à devenir dangereux.
Jacqueline Tahir, déléguée des parents d'élèves de cette école du 15e arrondissement de Marseille, au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Incroyable. Non, mais vraiment, c'est chacun a ses raisons. Mais non, les gens veulent dormir. Non, mais Philippe, ils travaillent. Philippe, sérieusement, vous êtes. Non, mais Philippe, vous pouvez pas défendre un truc pareil. Je dis que des gens qui travaillent la nuit et qui ont besoin de dormir. Mais c'est dans la journée, c'est pendant la cour de récré. Tu mets des boules de caisse pour dormir. Mais Philippe, qu'est-ce qui vous arrive? Je veux dire, vous avez rencontré des extraterrestres, je ne vous reconnais pas. Je dis que souvent chacun a ses raisons et que l'indignation immédiate est mauvaise conseillère. Philippe, ce sont des enfants. Oui, j'ai bien compris. Tout l'indignation, elle est normale. normale. Je suis pour la récréation aussi, mais François. Ce sont des enfants. Mais lorsque j'entends l'avis des parents qui viennent dire... Mais c'est normal. Mais écoutez, Philippe, vos enfants auraient été dans une école. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui vous arrive? Vos enfants auraient été dans une école. Il y a un type irascible qui est veilleur de nuit. Pas un type. Mais ou une nana irascible qui est veilleur de nuit qui jette des sabres sur votre fille que vous adorez. Mais vous auriez tenu ce genre de discours? Je n'aurais pas été favorable. mais je veux. Vous avez la condamnation expéditive. Mais c'est normal, c'est des enfants, donc on discute pas. C'est des enfants. Ah pardon. Allez les amis, merci beaucoup Félix, Mathieu. Décidément, à chaque fois qu'on veut venir quelqu'un de l'extérieur, vous pétez les plombs. Qu'est-ce qui m'arrive, Jean? Là, je reste sans voix, sans rire. Les amis, les membres de la commission mixte paritaire donc ont finalement trouvé un accord sur ce projet de loi immigration. Le RN a annoncé qu'il voterait donc ce texte à l'Assemblée nationale avec cette question, Philippe, loi immigration. Est-ce que vous vous sentez entendu? Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous vous sentez entendu par cette loi immigration? Est-ce que pour une fois, on va dire enfin, l'immigration n'est plus un sujet tabou? Et pour le moment, à cette question, vous sentez-vous entendu? Vous dites non à 87%. Allez, notre invité pour en parler, Jean-Christophe Gallien, est avec nous, politologue et conseiller en communication. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Petite question avant notre grand débat. Est-ce que l'enjeu de ce vote va-t-il venir des députés MoDem? Écoutez, ils étaient tous en train d'essayer d'imaginer qu'il n'y aurait pas de conclusion à cette commission mixte paritaire et que ça leur éviterait de voter. Je pense que là, pour le coup, il y a un vrai défi. Il y a une grande partie qui s'est dit plutôt contre un texte durci. Une autre qui se dit plutôt disciplinée par rapport à la majorité. On sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'appels qui viennent de l'Élysée en particulier. Et donc là, pour le coup, ça va se jouer effectivement à très peu de voix. Donc chaque voix va compter entre celles et ceux qui voulaient rien dire et puis celles et ceux qui avaient déjà pris position. Ça va être difficile pour la majorité de garantir là pour le coup une forme d'unanimité. On va en parler dans un instant, vous bougez pas, on fait une petite pause. Les vraies voix reviennent dans un instant, à tout de suite. Nos vraies voix, j'ai toujours un truc rigolo sur les vraies voix, comme si tout à coup on pouvait avoir des peut-être que dans le monde entier, tiens, on a des comment on dit, vous savez, quand on achète un sac qui est à l'étranger, et c'est la contrefaçon. Voilà, je cherchais mon mot. Il y a pas de contrefaçon des vraies voix. Il y a peut-être des vraies voix. Ouais. En tout cas, il y en a beaucoup. Je me demande quand même si c'est pas le clone de Philippe Bigère qui est assis aujourd'hui avec nous. Pas du tout. Non, mais on se demande. C'est Fantomas. Franchement, vous êtes sûr que vous êtes monsieur qui êtes-vous sur votre pertinence? Qui êtes-vous, monsieur? Oui. Non, s'il vous plaît, je suis un homme qui sait prendre les positions, les deux. Où êtes-vous, monsieur? Françoise Degois. Où est Philippe Bigère? S'il vous plaît. Oui. On a un débat. Le Bilger qu'on aime. Celui qui vous approuve. Qui vous approuve. S'il vous plaît. Le Bilger qu'on aime, il est surprenant tous les jours. Et c'est pour ça qu'on l'a tous les jours. Et bam, Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degois aussi et Jean Dorido. Merci d'être là avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je veux recadrer le débat. Nous assistons à une CMP qui est une mascarade de démocratie. Les négociations sont des négociations exclusives entre la majorité, qui manifestement est tenue en laisse par le gouvernement et les Républicains. Oui, l'aile gauche paiera un peu plus cher cet accord que l'aile droite. Mais encore une fois, ça méritait qu'il y ait un vrai débat. C'est une dérive complète de notre pays, c'est tout. On est en train de dériver comme l'Italie, comme d'autres pays de l'Union européenne. C'est normal que pour bâtir un compromis, on accepte les choses qui nous coûtent, mais c'est la vie.
Et donc les députés et les sénateurs de la commission mixte paritaire ont trouvé donc un accord sur ce projet de loi immigration. Le Rassemblement national annonce qu'il votera le texte au Sénat et à l'Assemblée. Pour rappel, les travaux de la commission avaient commencé hier et été interrompus plusieurs fois à cause de débats houleux sur l'accès aux étrangers et aux APL. Et visiblement avec encore de la nouveauté, Philippe. Oui, et on vous pose cette question, parlons vrai. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, vous avez été entendu dans cette loi immigration, puisque tous les sondages le montrent, les Français sont de plus en plus à droite dans ce domaine. Est-ce que l'immigration a fini d'être un sujet tabou ? Tiens, vous pensez être entendu ou alors vous êtes scandalisé? Un seul numéro. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, loi immigration, vous sentez-vous entendu? Vous dites non à 87%. Et on va en parler avec notre invité du jour, Jean-Christophe Gallien, qui est avec nous, politologue et conseiller en communication. Merci d'être avec nous. Alors visiblement, Philippe Bilger, le MoDem a pris visiblement la décision de ne pas voter. Oui, alors Philippe, je vais devoir énoncer un certain nombre d'affirmations qui, j'espère, ne choqueront pas mes contradicteurs habituels. Déjà, ça commence les problèmes. Pour aller très vite, pour ne pas prolonger abusivement le débat. D'abord, les Républicains ont remarquablement manœuvré jusqu'au bout. Deuxième élément, il est évident, ça n'est pas surprenant, que la gauche et l'extrême gauche tombent dans une sorte d'enflure verbale en disant qu'on arrive dans le pays du déshonneur. C'est grotesque, alors que profondément, on a une majorité de Français qui voulaient une loi dure contre l'immigration clandestine et pour freiner l'immigration légale. Troisième élément, pourquoi les Français ont-ils le sentiment que vous venez d'exprimer, Philippe? C'est tout simplement les modalités politiques un peu complexes ont noyé le fait que en réalité, nous avons enfin peut-être une loi dure contre l'immigration. Et dernier élément, il m'importe, c'est qu'il faut arrêter de sortir ces âneries que j'ai encore lues dans Le Monde ce soir, que les Républicains seraient divisés et désunis et qu'ils seraient à la remorque du Rassemblement national. Françoise Degois. Bien sûr qu'ils sont à la remorque. Moi, je pense que c'est un moment très... Mais je vais vous laisser perdre pendant 2 minutes 30, donc je vais parler... Non, pas autant. Je vais vous dire que, bien sûr, que c'est un moment de déshonneur. C'est la première fois qu'officiellement, la préférence nationale est scellée dans ce pays. L'accord du trio infernal, Macron, les Républicains, le Rassemblement national. C'est la même chose qui s'est passé en Italie. Vous savez, Giorgia Meloni, c'est le produit de la droite des affaires et de l'extrême droite. C'est ce qui se passe en France. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été élu pour barrer le Rassemblement national. Oui, bien sûr, Marine Le Pen a raison de pavoiser, d'autant plus raison que, évidemment, la préférence nationale, c'était pas un joli mot et c'était une horreur, bien sûr. Eh bien, porté par son père, je termine, et évidemment... est rentrée de plein pied dans la loi. Ça, c'est le deuxième point. La gauche, elle n'est pas la seule à glapir. Quand vous avez le MoDem, la démocratie chrétienne, qui est plutôt de droite, de centre-droit, qui dit « nous ne voterons pas cette loi », il faut quand même se demander pourquoi ils ne la votent pas. Je ne pense pas du tout que François Bayrou soit à la main qui tremble sur les questions d'immigration. On ne va pas repartir sur le détail de la loi. Je pense que le grand vainqueur, c'est le Rassemblement national. Et oui, la gauche a bien fait de faire une motion de rejet, parce qu'au moins les masques tombent, et que bien sûr, même si la gauche est minoritaire à 30% dans ce pays, eh bien, elle assume clairement sa position et ça fait un vrai combat idéologique. Eh bien non, on ne vote pas avec le Rassemblement national, on ne fait pas de la préférence nationale dans ce pays. C'est ce qu'il s'apprête à faire à l'Assemblée nationale et c'est un jour noir, pour la démocratie. Jean Dorido. Alors écoutez, là-dessus, vraiment, on a quand même un président de la République assez sensationnel, toujours surprenant. On pourrait dire Jean-Marie Le Pen en avait rêvé. Emmanuel Macron l'a fait. Macron. Ça c'est quand même, le président. Non, mais et ça c'est quand même qui l'eût cru quoi. C'est un fait. Françoise a raison quand même. C'est un monsieur qui s'est fait élire sur la promesse de plus jamais de Rassemblement national. Ils feront 0, vous verrez avec moi. Ils font. Alors là c'est pas qu'ils font 0, c'est qu'ils écrivent la loi. Donc ça c'est quand même assez. Ça ne manque pas de sel comme dirait l'autre. C'est même croquignolet pour paraphraser notre président. Maintenant.
non, sur les cris d'orfraie de la gauche, si vous voulez, je les comprends dans la mesure où ils perdent leur fonds de commerce, si vous voulez, parce que ça fait quand même des années, ça fait plus de 40 ans que ces gens-là font la morale. Ils n'argumentent pas, ils prêchent, si vous voulez. Ce sont devenus les nouveaux curés de la vie politique. Ils font la morale aux gens. Et pour reprendre les propos de Nicolas Mathieu, c'est bien qu'il y ait une gauche quinoa, qu'il y ait une gauche hypocagne, bien sûr, qu'il y ait une gauche végane. Il y a aussi des gauches, une gauche bac pro, une gauche des magasiniers, une gauche des ouvriers. Il y en a encore dans ce pays. Et il y a parmi ces électeurs de gauche des personnes qui sont favorables à ce projet de loi sur l'immigration. Donc ça s'appelle la démocratie. Ça, c'est quelque chose de sensationnel, si vous voulez, à gauche. C'est que la démocratie, c'est bien quand ça va dans le sens de ses élus. Comme vous, à droite, non, je crois qu'il y a quand même Jean-Christophe Gagnon de la démocratie. Françoise de Gaulle, des personnes qui font la morale. Françoise de Gaulle, écoutez les Français. Personne n'entend rien. Je vous ai pas insulté, moi. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de me chanter la messe. La droite, elle a été au pouvoir les 2/3 du temps depuis Pompidou. Qu'est-ce que vous me racontez? Que la gauche a fait les lois? Mais qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Qu'est-ce qu'a fait Pasqua? Qu'est-ce que vous me racontez? La morale de quoi? Vous racontez n'importe quoi. Vous n'avez aucun argument. Qui a rédigé les lois d'immigration? La majorité des gens qui l'ont rédigé, c'est les gens de la droite, mon cher ami. C'est votre camp. Donc prenez-vous-en à votre camp. Je reprends. Emmanuel, s'il vous plaît. Jean-Marie Le Pen, Emmanuel Macron. S'il vous plaît. Si ça continue, j'appelle la sécurité, je vous le dis tout de suite. Jean-Christophe Gallien, pardon, c'était... Vous avez vu que le débat est vif. Pardon, Jean-Christophe. Il est très vif. Alors, votre vision, votre analyse. Sur quoi? Sur le fait qu'on a glissé vers le Rassemblement national, qu'on a une gauche qui s'est perdue en route. Non, en fait, en réalité, il y a forcément quelque chose qui s'est passé, mais qui est lié à deux facteurs. C'est clair qu'il y a une minorité qui est plus active sur ce sujet et qui est plus puissante parce que très largement reliée à ce que voulait faire Emmanuel Macron, ce dont avait besoin Emmanuel Macron et Gérald Darmanin après l'échec de la première version. Et oui, évidemment, le Rassemblement national et les Républicains étaient en position de force par rapport à ce qui était en train de se passer. Et on l'a bien vu puisque le texte glisse dans leur sens. Et pour le coup, c'est clair que la gauche se retrouve là pour le coup en difficulté parce que elle est submergée, même si le MoDem, si vous voulez, dans son ensemble. En quoi elle est submergée? Le texte, on est submergé à l'Assemblée nationale. Et ah oui, on s'en fout. Au moins les masques sont tombés. Les masques sont tombés, c'est très bien. Françoise, pardon, vas-y. Juste pour finir après derrière, on a quand même là pour le coup, à la fois des enquêtes d'opinion, des sondages qui sont quand même là en régularité. Alors ils participent aussi de la construction d'une opinion, on est bien clair, mais c'est vrai aussi qu'ils déclarent une différence encore existante entre ce que pourrait vouloir une majorité de Français et ce qui sort finalement de cette CMP et de ce texte. Par contre, là où il y a finalement quelque chose que la gauche a peut-être raison d'affirmer, c'est la difficulté du débat parlementaire. On a eu quelque chose qui s'est passé dans le para-parlementaire, voire dans les coulisses. C'est-à-dire qu'on a eu ce week-end des négociations, aujourd'hui encore de longues négociations, et c'est pas... Alors évidemment, l'Assemblée, c'est aussi la CMP, c'est parfaitement intégré, mais la réalité, c'est qu'on aurait voulu justement quelque chose de plus public, si vous voulez, de moins confiné dans des salles où on discute, où on mélange, où on échange peut-être d'autres choses après pour les projets qui vont venir après. Donc ça oui, c'est un échec collectif et pas simplement pour le président de la République et pour la gauche. C'est-à-dire que là, autant effectivement le texte va peut-être davantage coller à l'opinion, autant la manière dont, si vous voulez, tout ça s'est passé est quand même regrettable. Allez, Philippe Bilger. Jean-Christophe, comment voyez-vous l'articulation entre, je crois, le désir sincère qu'avait Emmanuel Macron de mener une politique générale qui ne favorise pas le triomphe du Rassemblement national et de ne pas voir Marine Le Pen lui succéder, et en même temps le fait que le pragmatisme parlementaire et la prise de conscience du fait que l'immigration était devenue insupportable, eh bien les conduit avec Elisabeth Borne à mettre en œuvre cette loi extrêmement dure si elle est votée. Moi, je suis moins emballé par ce que vous décrivez sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il
une envie, c'est de ne pas sombrer aux prochaines européennes. C'est-à-dire qu'on sait que ce sujet va devenir un gros sujet des européennes, et donc finalement le traiter avant, parce que c'était un peu l'idée, c'est-à-dire l'avoir repoussé et puis le traiter en ce moment dans une forme de chaos quand même parlementaire qui est maintenu, ça laisse la place simplement à ce qui s'est passé. Ce que je regrette vraiment, c'est ces tractations. Si vous voulez, ok, un régime politique, même parlementaire comme la France, c'est aussi un endroit où on négocie, où on fait des coups, et ainsi de suite. Là, pour le coup, sur un sujet aussi important, qui touche à la vie de chacun d'entre nous, comme la plupart des sujets, évidemment, mais ça méritait autre chose. Mais tout ça a été fait dans un contexte qui est, à mon avis, moins honorable que vous dites, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui a aussi une vertu pour certains, c'est de proposer les 6 prochains mois des alliances, des possibilités de travailler ensemble, d'éviter à la fois pour les Républicains et pour Renaissance de sombrer définitivement face à l'enjeu des européennes, et donc de se retrouver pour le coup dans une vraie crise. On annonce un Big Bang chez Emmanuel Macron dans la manière de aller un vaste coup de balai partout à l'Élysée, au gouvernement pour les prochaines semaines. Est-ce que ça, c'est pas le début, si vous voulez, de ce qui peut se passer dans Jean-Christophe Gallien, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On a notre auditeur du soir, notre vraie voix du soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On va vous demander de faire vite parce qu'on va prendre un deuxième auditeur et il reste à peine 3 minutes. Oui, moi, si vous voulez, ce qui m'étonne beaucoup quand on voit ce conflit entre la droite, toute la droite depuis Reconquête, le RN et les Républicains, ils sont incapables de se mettre ensemble. C'est lamentable quand on voit l'immigration galopante avec quasiment maintenant un meurtre par semaine dans des conditions atroces. On comprend pas qu'il y ait une union des droites qui ne se mettent pas en place. C'est vraiment sûr. J'écoutais ce matin à votre antenne Aurélien Pradier. Alors tous les meurtres ne sont pas issus de l'immigration. Non, mais on peut pas. Enfin, moi, mais attendez. Allez-y. Voilà. On dit juste que, si vous voulez, les meurtres et l'immigration, ça n'est pas lié. Pas et forcément. Je rappelle que les chiffres d'immigration, la France est le pays, un des pays qui accueille le moins de migrants dans l'ensemble de l'Europe. Donc, je vois bien quand je vous entends parler à quel point ce travail propagandiste toxique a fonctionné. Ça résiste au réel. C'est-à-dire que même si on vous met dans le réel la réalité des chiffres d'immigration et le lien entre un type qui assassine quelqu'un et les migrants, vous avez déjà fait le lien, et c'est ça qui me désole. Ça me rend vraiment malade pour tout le monde. Vous restez avec nous. Allez-y. Vous voulez répondre, mais très très court, parce qu'on a d'autres appels. Oui, c'est juste le constat de ne pas comprendre une union politique qui devient nécessaire parce que le pays souffre. C'est tout. Johan qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Evrevois. Bonsoir Johan. Bienvenue Johan. J'avais juste une simple question, mais c'est vraiment pas de la provoque, c'est vraiment pour comprendre. C'est tout à l'heure Françoise Degois a dit que pour elle c'était un déshonneur cette loi parce qu'on évoque pour la première fois la préférence nationale. Oui. Et en fait, j'aimerais comprendre en quoi c'est déshonorable, surtout vu les conditions économiques actuelles de notre pays qui est hyper méga surendetté. Je vous réponds très vite. D'abord, c'est anticonstitutionnel. La France garantit l'égalité des droits. Mais non, mais écoutez, ça sert à rien. Personne n'a rien dit. Non, c'est je vous vois deviner. Allez-y, on y va. Donc c'est anticonstitutionnel. Ça n'existe pas dans notre constitution. C'est une rupture d'égalité. Et d'ailleurs, je soupçonne Emmanuel Macron de savoir déjà que la moitié de la loi sera vidée par le Conseil constitutionnel, tellement nous sommes dans la rupture d'égalité. Ensuite, je vous pose une question, mon cher ami. Si vous arriviez dans un pays, vous êtes étranger, vous bossez, vous payez des cotisations sociales tous les mois, et on vous demande d'attendre 3 ans ou 2 ans et demi pour toucher la moindre aide. C'est comme ça. Non, mais est-ce qu'on est obligé d'aller vers le moins 10 ans d'abord? Et troisième point, la France n'est absolument pas la destination préférée des migrants. Tous les migrants transitent chez nous pour partir vers l'Angleterre. Donc j'en ai un peu marre de ces caricatures. Et pourquoi la préférence nationale? Parce que c'est en contradiction avec notre Constitution, et c'est en plus en contradiction avec notre traité européen et la Constitution européenne. Donc, je vous dis, il y a une égalité de droit, il n'y a pas de préférence nationale. Ça s'appelle du racisme pur, de la xénophobie. Mais c'est du déshonneur, c'est de la xénophobie, et Jean-Marie Le Pen a gagné. Voilà, c'est tout. J'ai le droit d'être triste, quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir appelé. Arnaud, vous restez avec nous. On remercie aussi Jean-Christophe Gallien d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jean-Christophe. Politologue et conseiller en communication. On sera ravis de vous retrouver dans un autre débat, dans un instant, un autre sujet de discorde. Le quiz de l'actu. Plus léger, bien entendu. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nos voix qui sont très en Quelle forme. ambiance. Elles sont très en forme aujourd'hui. Hein. ça. Jean Dorido est avec nous, Françoise Degois et Philippe Bilger. Et visiblement, il y a 3 personnes, 3 camps qui s'opposent. Alors comme ça, c'est réglé. On a gardé Arnaud du Morbihan. Arnaud, vous êtes là, tout va bien? Je suis là, tout va bien, je vous écoute avec plaisir. Et ben voilà, on Plaisir envoie partagé. Allez, le c'est quiz de parti. l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. À partir de ce moment, tous les coups sont permis. Arnaud, vous répondez en premier à nos questions, et ce sont les vraies voix qui, en cas de défaite, bref, vous avez compris. Je vous l'expliquerai demain. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Arnaud, sur la loi immigration. La majorité a cédé sur toutes les lignes rouges et a dépassé les lignes bleu marine. Je sais. Arnaud. Qui a dit ça? Langaucha. Président de groupe. Boris Vallaud. Ah bah il l'a dit en même temps que Non, vous. il l'a pas dit, Boris Vallaud. Que je te Vous avez raconte. pas entendu dans le casque? Ah non, j'ai pas entendu. Donc, Ah, un point partout, Françoise Degois. vous avez dit, sérieux, vous avez dit Boris Vallaud. Ouais, Arnaud. j'ai entendu qu'il disait Boris Vallaud. Ouais. Vous avez dit Boris Vallaud. Ouais, il a dit Boris Vallaud. Ouais. Il l'a dit. Normalement, 10 points pour lui. Un point chacun, et on vous met un point, Françoise. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'aide médicale d'État? Ce n'est pas ma Bible, Patrick Stefanini. Ah, je sais. Arnaud. Alors là, Je sais. Langaucha. Ciotti. Bonne réponse, Ciotti. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec la Sainte Trinité Qu'est-ce qu'il fait avec ta Sainte Trinité là Ouais. Mais c'est... Voilà. Il est mort de rire. Qui c'est Il a qui bu, tu crois qu'il a bu Qui l'a dit? Ouais, bah il boit du petit lait, surtout quand il vous voit. Qui c'est qui l'a dit? La victoire idéologique du Rassemblement National est de plus en plus forte chaque jour. Je crois que j'ai. Attendez. Arnaud. Arnaud? je sais pas, c'est les Républicains, ça. C'est Non. quelqu'un. Bardella. Oui. Bardella. J'allais le dire. Philippe Bilger. respecte les règles. J'ai même l'antenne. je crois, Notez où que il je l'a dit. respecte les Qui règles. c'est qui l'a Absolument. dit sur la loi immigration? Il y a un alignement de la Macronie sur la droite et l'extrême droite. Ouais. Arnaud. Arnaud? C'est un sénateur. Sénateur. Ah, c'est. Attendez. Attends. Arnaud, Langaucha. Les amis, on répond? Yann Brossard. Bonne réponse, Yann Non, il est Brossard. en premier, mais bien sûr, c'est Yann Brossard. Yann Ah, tu dis Brossard. Canet au hasard. Non, je pensais que Ah non, c'était c'est Yann Canet. Brossard. Mais C'est c'est Brossard. Canet. Dommage. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? C'est le ralliement indigne de la Macronie au programme des Le Pen. Ah, je sais. Encore un. Arnaud. C'est vrai. Arnaud? Alors là, faut vraiment suivre Les vraies voix. l'actualité aujourd'hui. Olivier Faure. Non. Panneau. Non. Bompard. Bonne réponse, Bompard. Moi, je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Manuel Bompard. Qui a dit C'est- le premier Bompard? Moi, je suis désolé Je pense pour que c'est toi. Françoise. Oui, c'est Qui pas, c'est je pense qui que c'est Françoise. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? Macron doit activer un des 3 leviers, le référendum, la dissolution ou le renversement du gouvernement. Arnaud. Attendez. Arnaud. Allez, Bardella. les vrais Non. voix. Bonne réponse, Pradier. Aurélien Pradier, c'était ce Aurélien matin sur Sud Radio. On est à Pradier. combien là 3-2-2 hein 3 pour vous, 2 Philippe, 1 Jean et 1 Arnaud. Alors attention. La balle de match. Arnaud, qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration en s'adressant au banc de la gauche? Où est votre morale lorsque vous avez dragué? Où était votre morale lorsque vous avez dragué les voix du RN? Je sais. J'ai moi aussi. Je l'ai. Arnaud. Donc, j'ai priorité. Darmanin. Ah non, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. C'est moins un. Là, c'est moins un. Là, c'est moins un. Franchement, là, Vous l'auriez trouvé? Vous l'auriez trouvé, Arnaud? Aviez-vous la réponse? Non. Ah, Bon, donc c'est alors, pour allez, on moi. vous le Allez, compte, pour de François. moi. Allez. Bah oui, bien sûr. Allez, qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? Il y a une pulsion mortifère chez LR qui est dangereuse. Oh là. C'est quelqu'un de. C'est surprenant. C'est un ancien de chez LR. Ah bon Pulsion mortifère. Arnaud, rien? Il est inquiété. Allez-y. Estrosi? Non. Non. Sarkozy? Non, ancien ministre. Ancien ministre, Xavier Bertrand? Non. Il est inquiété judiciairement. Il est inquiété. Il a été inquiété. Il a été inquiété. Vas-y. Eric Woerth. Bonne Voilà. réponse de Jean Dorido, Eric Woerth. Allez, la dernière de dernière. Qui c'est qui l'a dit? Visiblement, la majorité a un peu de mal à avaler des couleuvres. C'est Philippe Bilger.
Des couleuvres. Marlex. Bonne réponse. On est à combien? Bravo. On est 4-3-4. Françoise, c'est 4-3-2. 4-3-2 et c'est 1 moi. pour Arnaud. Qui c'est qui a gagné? Je renoue enfin avec la victoire. Normalement, -3. Allez, Je renoue enfin avec la victoire, il était temps. Merci beaucoup Arnaud d'avoir Merci, joué Arnaud. avec nous. Allez, le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir peut-être un cadeau en direct sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner, écoutez bien, votre séjour en famille au parc Futuroscope, un coffret des célèbres couteaux de table des ateliers français Perceval ou encore de nombreux autres cadeaux qui sont sous le sapin. Ils vous attendent peut-être maintenant. 0826 300 300 avec Jean Dorédo qui nous donne un chiffre entre 1 et 25. Eh bien 25. 25e appel au standard. Et tous ces cadeaux seront peut-être pour vous, en tout cas l'un d'eux. Bonne chance et à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Des vraies voix, on en veut encore avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorédo et vous au 0826 300 300. Vous avez bien entendu la parole jusqu'à 19h. Vous pouvez débattre et continuer bien sûr de commenter sur Twitter, sur Facebook et sur toutes les plateformes de Sud Radio. Dans un instant, le tour de table de l'actu. En attendant, c'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et cher Félix Mathieu, la loi immigration est le sujet le plus commenté ce soir en ligne, forcément avec des rebondissements de la journée qui pourraient rebattre un certain nombre de cartes. Avec la défection d'une figure de la majorité présidentielle, Sacha Houlié, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il indique qu'il ne votera pas le texte issu de la commission mixte paritaire. Et plusieurs autres députés comme ça de la majorité ont fait une annonce similaire. Stella Dupont, Cécile Rilhac, Nadia Hay, Éric Botorel. Certains évoquent même d'ores et déjà une trentaine de défections à l'heure qu'il est, à tel point que la majorité vient d'organiser une réunion d'urgence autour d'Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée. Le texte serait donc en revanche voté par le RN. Il prévoit notamment un délai de 5 ans avant de toucher des aides sociales pour les étrangers extra-communautaires s'ils ne travaillent pas. La régularisation des travailleurs de secteurs en tension ne serait plus automatique. Les étudiants étrangers devraient verser une caution qu'ils ne récupéreraient que s'ils repartent. L'heure que nous vivons est grave, réagit Mathilde Panot, par exemple, dans une vidéo tweetée par son groupe LFI de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais dire à cet instant à quel point l'heure que nous vivons est grave pour le pays. Ce sera une marque aussi infamante pour la Macronie que l'a été la déchéance de nationalité pour la Hollandie. Je veux le redire et appeler ici pour l'ensemble des députés à un sursaut républicain. Aucun républicain digne de ce nom, aucun démocrate digne de ce nom ne peut voter un texte qui appelle à une lepénisation de la Macronie et des LR qui est extrêmement inquiétante. Indignation très partagée à gauche où par ailleurs sur un tout autre sujet, l'énième 49.3 brandi tout à l'heure par Elisabeth Borne est vécu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase de cette journée bien tendue. 23e 49.3 pour Borne à l'instant, écrit Clémence Guettet de LFI. À quelques heures du vote sur la loi immigration alors que son gouvernement se délite, elle fait taire une nouvelle fois l'Assemblée sur le budget. La Macronie est perdue, ajoute Clémence Guettet. La France Insoumise qui en appelle d'ailleurs dans un tweet à une réunion d'urgence de l'ANUPS, une réunion d'urgence avec les autres partis de l'ANUPS afin de se coordonner sur la suite des événements. Je voudrais dire quelque chose sur le chamboulement des événements en une minute rapidement. Je pense que la réaction d'Emmanuel Macron qui convoque tout le monde à l'Elysée se comprend. Je pense qu'Emmanuel Macron n'attendait pas que son président de la commission des lois annonce aussi clairement qu'il voterait contre. Il n'attendait pas que les 51 députés de Bayrou votent contre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme Marine Le Pen, dans le même temps, qui n'est pas une idiote en politique, annonce qu'elle vote pour, ça veut dire que ce texte ne passerait qu'il y aurait tellement de défections dans la majorité et il passerait grâce aux 89 voix des députés Rassemblement National. Voilà comment on se retrouve piégé et voilà ce qu'on appelle le baiser de la mort en politique. Et le sujet, vous voulez réagir ? Oui, mais je veux dire, je vois mal Emmanuel Macron ne pas valider un vote. Mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce qu'il y a des gens qui disent qu'il va appeler, qu'il peut demander le retrait du vote. Je n'en sais absolument rien. Retrait de la loi, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, on est dans une situation de crise majeure. C'est le comble. Il y a des articles qui passent à coup de 49.3 et là, les députés qui sont les élus, c'est le législateur, l'Assemblée, ils sont élus par les Français et manifestement, ça peut passer. Et là, si le président retire le projet de loi, c'est quand même vraiment... Parce que vous rendez compte ce que ça va donner comme image de la majorité présidentielle si le modem s'en va. Aux yeux de qui ? Aux yeux de tout le monde, aux yeux des Français, aux yeux des électeurs. Aux yeux des Français qui ne vont plus voter. Excusez-moi, tous les gens de gauche, toute la société, mais vous vous en foutez, mais toute
la social-démocratie. Ils s'en fichent, les Français. Mais ils s'en fichent pas. Toute la social-démocratie qui est pas forcément rouge, LFiste, qui a voté pour cet homme pour faire barrage 2 fois et qui se retrouve avec le texte du RN et a profité. Vous êtes pas de gauche, vous pouvez pas le comprendre, mais je veux dire, il y a des millions de gens qui le comprennent parfaitement. Voilà. Oui, mais François, il n'y a pas besoin d'être de gauche pour être intelligent. J'ai pas dit ça. C'est bon de le rappeler. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire par là. Je sais que vous aimez le plaisir du bon mot, mais c'est pas ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. C'est pas une position opportuniste. C'est quand même le jeu de la démocratie. Il y a des députés qui sont élus par les Français et puis le Parlement vote les lois. Allez, merci beaucoup. Et moi, il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. La vidéo de la jeune fille victime d'une agression sexuelle tabassée par des racailles à Lyon a fait le buzz ces derniers jours. Alors les filles ont été arrêtées, elles sont toutes évidemment en liberté, puisque depuis l'ordonnance de 45, même si elle a été modifiée, qui assure une totale impunité ou quasi totale impunité aux mineurs. Mais le pire est à venir, puisque les agresseuses présumées de la jeune fille ont tenté de reprendre contact avec elle. Elle serait même allée devant son collège afin de demander où elle se trouvait désormais. Certaines disant même être, je cite, bien contentes de l'avoir défoncée. Alors, la victime va devoir changer d'école, puisqu'elle est à nouveau menacée par ses tortionnaires. Elle va devoir donc changer d'école. La victime est à nouveau une seconde fois victime. Alors, quand est-ce qu'on va avoir enfin une justice digne ce nom pour sanctionner des mineurs qui sont des voyous de la pire espèce comme ces filles-là? Tiens, Françoise Degois. Moi, je suis d'accord avec vous. Écoutez, ça me brise le cœur. Je repense, j'ai envie de pleurer avec ces histoires. Je repense à Mia. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, on était sur l'affaire Mia. Enfin, je ne comprends pas. Même, il faut intimider, puisqu'on n'a pas de prise pour le moment judiciaire. Il faut absolument mettre un tel rapport de force que ces petites racailles ne reviennent pas à la charge. C'est pas possible. Oui, non, mais votre indignation et ce que je crains en permanence, c'est que devant ce que vous dénoncez si justement, il y a une forme d'impuissance. Oui, parce qu'il s'agit de mineurs. Mais comment on fait alors que font les parents encore une fois? Que font les parents? Oui, mais les parents souvent arrêtez ils sont de dire impuissants. oui mais. Non, mais Cécile, je dis oui mais je dis oui mais parce que vous ok, ils sont responsables. Mais oui, d'accord. Alors on va punir les parents pour défaut d'éducation. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les parents se chargent de leurs enfants. Mais ok, mais une fois que vous avez dit ça, il y a combien de parents qui sont démissionnaires parce qu'ils ne peuvent pas élever les enfants? Jean le sait, il doit en avoir plein à son cabinet. Enfin, il y a plein de parents qui sont peut-être dans la même situation et qui eux ont donné l'éducation à leurs enfants. C'est pas toute la France non plus. J'ai pas dit ça, mais toute la France n'est pas des parents démissionnaires non plus, je suis d'accord. Il y a un souci, la preuve effectivement, avec la violence chez les jeunes et les pouvoirs publics ne savent pas adresser cette violence. Et c'est un fait que certains parents sont démissionnaires et c'est un fait que c'est un vrai souci. Il faut trouver des solutions alors à ce moment-là, parce qu'il y a une partie de la population qui souffre. Je peux vous poser une question. Pourquoi est-ce que on est très en retard, les enfants. C'est pas grave, je fais pas mon coup de gueule, je m'en fous, parce que ça me passionne. Pourquoi des adolescents adoptent ce type de comportement? Vous restez, attendez les enfants, ce qu'on va faire, c'est que on va et vous allez le prendre en coup de en question à la place de votre tour de table. Oui, voilà, on en parle dans un instant. Allez, vous bougez pas parce que après on a des impératifs. Vous restez avec nous justement. Le tour de table de l'actu avec vous, Philippe. On parle de quoi? Parfois, je préfère le chasser au chasseur. Avec vous, Jean Dorido. Le tabac, vecteur de pauvreté. Et on reviendra sur ce sujet avec vous, si vous permettez, Françoise, dans un instant. Merci de votre fidélité. On reste ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, après toutes ces révélations hors antenne, dont on taira bien sûr le contenu, tant il est croustillant, croustifondant, j'ai envie de dire. Tout ça, mon Dieu. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean Dorido. J'ai l'impression d'être dans une séance de psy depuis ce matin. C'est bien. J'ai appris des choses sur mes collègues et je peux vous assurer que... vu ce qu'on entendait, tous les ans, Brigitte Lahaye va en déloc au Cap d'Agde. Je pense que les vraies voix vont pouvoir y aller avec certaines d'entre elles. Brigitte Lahaye est beaucoup trop conformiste. Vous avez compris d'où Salut Brigitte. J'espère que vous avez bien compris d'où viennent les confidences crapuleuses. Crapoteuses, voilà, ça fait pas de mal en tout cas. On en sait un petit peu plus sur vous. Finalement, ça vous ouvre les yeux. Les amis, le tour de table de l'actu. Des yeux, on est bon.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et on va comment? J'aurais pu dire la phrase que vous venez d'entendre. Je suis épuisée. On va revenir sur le coup de gueule de Philippe David. Philippe, vous juste contextualiser pour ceux qui Oui, qui j'ai viennent poussé un coup de gueule puisque les adolescentes qui ont tabassé la jeune fille, la vidéo a été virale ces derniers jours à Lyon, sont libres et elle la menace à nouveau. Et Françoise Degois voulait poser une question à Jean Dorido, docteur en psychologie, puisqu'on a le plaisir de l'avoir avec nous. Parce que nous faisions le constat de notre impuissance sur le plan judiciaire, puisque ce sont des mineurs et je ne sais pas comment on règle ce sujet-là. Je veux bien qu'on parle des parents démissionnaires, mais les parents, à un moment donné, peuvent être submergés par leurs enfants. Donc Jean, quelle est la mécanique qui pousse, hormis le phénomène de meute, quelle est la mécanique qui pousse ces adolescentes à pratiquer le harcèlement aussi violent? Alors, d'après toi. en quelques mots, pour faire court, c'est un fait que la violence, elle est inhérente à l'être humain. Ça, c'est un fait, le mythe du bon sauvage. La science a démontré que non, il y a une violence dans l'être humain et cette violence, elle est présente à l'état brut chez les enfants. Vous êtes lettrés toutes et tous ici. Il faut relire Sa Majesté des Mouches. Oui, les enfants, ils sont ultra violents. Et précisément, l'éducation, elle est là pour aider justement l'enfant à se civiliser, à respecter un cadre. On voit des trucs sordides d'enfants soldats. Quand vous mettez une mitraillette dans les mains d'un enfant, il devient fou. C'est une maltraitance terrible. Et ça devient un psychopathe. Et donc c'est un fait, oui, il y a des parents démissionnaires, c'est un fait que les enfants, certains enfants, n'ont même plus, si vous voulez, le langage suffisant pour canaliser, parce que ça, on le voit aussi quand il y a un déficit, une pauvreté du langage, l'enfant n'est plus en capacité d'élaborer sa frustration, d'élaborer une médiation, et donc il tape de façon ultra violente. Et il y a même aussi, on le voit dans les cas de mineurs extrêmement violents, il y a quelque chose avec le jeu. Ce sont des enfants qui n'ont jamais appris à jouer, qui n'ont jamais appris à faire un accident avec des petites voitures. Et donc, si vous voulez, ce sont eux qui mettent le feu à une poubelle pour voir les pompiers parce qu'ils ne sont plus en capacité d'imaginer les choses. Ils ont besoin de les vivre en vrai avec du coup des bascules. Avec l'éducation. Il faut de l'aide à leur parentalité. Il faut vraiment réapprendre aux parents, notamment les familles monoparentales. C'est un fait, on va pas se mentir, c'est plus difficile d'élever un gamin seul qu'à deux. Et on voit bien à quel point c'est compliqué. Et il faut de l'aide à la parentalité pour aider les parents à s'occuper de leurs enfants et à en faire des personnes civilisées. Groupe. Oui. Dans la question de l'effet de groupe. Et puis l'effet aussi, bien sûr, oui, bien, évidemment. Très important. Très bonne réponse. La prestance. J'ai tout donné, je suis rincé. Là, non, mais c'est vachement bien. Non, mais c'est très intéressant. Jean, c'est passionnant. On valide votre diplôme. Ça y est, c'est fait. C'est officiel, c'est ce soir. Non, c'est très intéressant, je trouve, sur la canalisation. Philippe Bilger. Alors, j'y vais. Allez-y. Sur la chasse à l'homme. Évidemment, Gérard Depardieu fait l'objet de procédures qui un jour se termineront. Il est attaqué par ailleurs sans arrêt. Ministre de la Culture, on retire son image du musée Grévin et on arrive à un moment, de mon point de vue, où la chasse à l'homme devient tellement intense, tellement aigre, tellement quotidienne, tellement lancinante, qu'au fond j'ai presque une forme de sympathie pour le chasser plutôt que les inquisiteurs. Et Julie Depardieu hier sur CNews, elle n'a pas été, de mon point de vue, totalement convaincante, mais déjà, j'apprécie la situation difficile, voire désespérée qui était la sienne. Une fille qui vient défendre son père, c'est bien. Et deuxième élément, deuxième observation, elle l'a fait d'une manière qui n'était pas complètement déraisonnable. Françoise Degois. Oui, après, je ne sais pas quelles sont les charges sur Gérard Depardieu. Je comprends très bien la décision du musée Grévin. Je comprends très bien le caractère sulfureux. Et j'ai beaucoup apprécié que sa fille le défende parce que je trouve ça beau. Qu'un enfant, on ne parle pas d'un tueur en série, hein, je veux dire, mais je trouve ça beau qu'un enfant défende son père ou sa mère d'ailleurs. C'est très courageux, surtout quand on est connu soi-même. Hein. Il faut être extrêmement puissant pour faire ça. Jean Dorido. J'ai pas d'avis. Alors c'est un fait que j'aime beaucoup Julie Depardieu. Je trouve que d'abord j'aime bien les comédiennes en général. Et voilà, elle m'est très sympathique. Et je crois que c'est Marilyn Monroe qui disait méfiez-vous de ces personnes qui vous aiment comme ça sans vous connaître. Ce seront les mêmes qui vous détesteront
bureau un jour comme ça sans vous connaître. Depardieu, il est accusé, ok, la justice fait son travail, et c'est vrai que c'est toujours, ça met toujours mal à l'aise des jugements hors des tribunaux en réalité, ce fameux tribunal médiatique. C'est la justice qui va faire son travail, qui va justement, on a vu récemment des personnes, je pense à un YouTuber notamment, qui était vraiment l'objet d'accusations extrêmement graves, et le parquet a rendu un non-lieu. Et personne ne le sait peut-être aujourd'hui. Ça sort dans la presse quand même, mais c'est vrai que même s'il y a non-lieu, le mal est fait. Françoise. Oui, je voudrais donner une dernière information, parce qu'on parle de cette loi et qu'on est en train de vivre l'actualité en direct. A priori, il y a 7 ministres qui menacent de démissionner du gouvernement Macron, parce que, absolument, je vous donne les noms, c'est pour ça qu'il y a cette réunion d'urgence: Clément Beaune, Patrice Vergriette, Oriane Rousseau, Sylvie Retailleau et Roland Lescure. Nous ne voulons pas être associés au Rassemblement national. Voilà pourquoi Emmanuel Macron envisage... Où sont les 2 autres? Écoutez, j'en ai 7 là. J'ai compté 5. Pour le moment, j'en ai 5, mais en tout cas, il y a au moins ces 5 noms qui sont officiels. Alors là, c'est une crise énorme. C'est une crise majeure. Et la réponse d'un des conseillers, l'explication d'un des conseillers: nous n'avons pas signé pour nous aligner sur le Rassemblement national, nous ne sommes pas ministres pour ça. Donc c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Et donc, ce serait enfin un changement de gouvernement. Je pense que Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que ça sent, mais en tout cas, c'est une vraie crise politique. Comme jamais on en a eu. On n'a jamais connu un président contesté de la sorte. Ah bah là, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Les amis, j'envoie le mail avec vos noms. Même François Hollande, les frondeurs, c'était rien. Absolument. Mais écoutez, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants avec la suite du tour de table de l'actu. En attendant, le 0826 300 300. Et nous sommes finalement avec Sophie, qui nous appelle de la Haute-Garonne. Bonsoir Sophie. Comment ça va, Sophie? Ça va très bien. Et parlez-nous de vous 2 secondes, Sophie. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis assistante commerciale dans un GIE qui s'occupe de la commercialisation de vin. Ah, fabuleux. Modération. Je vous passe Philippe David juste après. Quelle appellation? Parce que dans la Haute-Garonne, il y a le fronton, il y en a comme quelques-unes. Il y a du Gaillac. Le Gaillac, c'est bien. Bon, Pacherenc aussi. Non, Pacherenc, oui, mais ça, Vic-Ville, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En tout cas, vous venez pour le grand sapin de Noël. Et c'est maintenant, on va écouter si vous avez d'abord rapporté un cadeau. Et quel cadeau? Écoutez. Et je crois, ma chère Sophie, que vous allez être extrêmement contente. Votre tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, vous donnant la possibilité d'un confort largement supérieur à votre téléphone intelligent, véritable outil de travail et de loisirs que vous pourrez emporter un petit peu partout. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur avec cette tablette. C'est magnifique. Super. Et pas une tablette de chocolat, c'est une tablette tactile. Non, mais je pense que les tablettes de chocolat, j'en aurais suffisamment à Noël. Avec votre mari, c'est ça? Ouais. Oui, aussi. J'allais le dire. Elles ont un peu fondu, mais bon, elles sont quand même... Oui, à l'époque, il y avait, comme dirait Jean-Paul Hamon, le médecin, qui a beaucoup d'humour. Quand on est jeune, on a les tablettes et après, il y a la mousse, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais... Et vous allez faire quoi pendant ces fêtes de fin d'année, Sophie? Alors, on va le faire en famille, on va rester à la maison, tranquillement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à manger, Sophie, pour vous voulez y aller, oui. Alors, nous, on fait pas de repas parce qu'on est assez nombreux, donc c'est plutôt un apéro dinatoire. Et on fait un peu de tout. Très bien. C'est parfait. On arrive à quelle heure? 20h, 20h30? Quand vous voulez, vous serez bien reçus, vous serez les bienvenus. Non, c'est pire que les tontons à Noël, nous, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, chère Sophie. On vous embrasse très fort et bravo pour ce joli cadeau. Moi, je voulais juste te dire que j'appréciais beaucoup vos réparties. Je vous adore, quoi. Franchement, à chaque fois, je me régale de vous écouter. Quelqu'un qui a du goût. Merci, Sophie. On est tous d'accord. Merci, Sophie. J'avais pas entendu, Cécile. Ne sois pas jaloux. Non, mais parce qu'on adore. Elle est géniale. On adore. Non, mais c'est Sophie, je dois vous donner la recette. En fait, c'est eux qui m'inspirent, en fait. Je ne suis pour rien. Oui, en plus. Elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle dit eux. Une grande source d'inspiration. Merci, vous êtes un amour. On vous fait des gros bisous, Sophie. Merci d'avoir joué avec nous. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Et on revient dans un instant avec la suite du tour de table de l'actu de Vraies Voix. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Jean Dorigeau. J'ai pas vu mon jour. Dorido, qui est avec nous. La suite de l'actu de nos Vraies Voix sur cette hausse du tabac. Oui, parce que c'est un papier qui est sorti dans La Montagne, figurez-vous, hier. Le journaliste est allé interviewer des personnes qui vivent à Guéret, et ces personnes expliquent qu'avec cette hausse du tabac, eh bien, elles envisagent de moins manger, de se priver de manger pour continuer de se payer leurs cigarettes, et c'est vraiment l'occasion de rappeler à quel point d'abord le tabac, c'est une drogue à accoutumance qui crée une dépendance hyper forte dépendance, ça veut dire que la personne ne peut plus s'en passer, et ça c'est un fait, les travailleurs sociaux en parlent depuis longtemps, c'est un vrai vecteur de pauvreté, le tabac, et ça rappelle aussi à quel point la France, les hauts fonctionnaires de la santé publique en France échouent à aider les fumeurs à se sortir de cette drogue, et ça permet d'embrayer sur le futur Dry January, le mois de janvier sec. On a vu nos ministres, précisément, le ministre de l'Agriculture évidemment, et même le ministre de la Santé mettre des bémols à ce mois de janvier qui n'est pas là, si vous voulez, pour interdire aux Français de consommer de l'alcool, fût-ce avec modération. Ce sont des opérations qui sont là pour sensibiliser le grand public au fait que le tabac, l'alcool, ce sont des drogues, et comme toute drogue, eh bien, même si elles sont en vente libre, il y a des personnes que ça rend dépendant, et une personne qui est dépendante à une drogue, c'est terrible parce qu'elle n'est plus libre. Vous pouvez pas dire que l'alcool c'est de la drogue. C'est l'OMS qui classe. Oui, c'est l'excès, mais là, on pense à tous nos amis vignerons de tout ça. Vous pouvez pas dire ça. L'alcool est une drogue. Incriminer comme ça, Philippe David. L'Organisation mondiale de la santé. Que la cigarette soit considérée, mais pas. Vous pouvez pas dire le vin. Vous incriminez tous les producteurs de tabac aussi. Je suis heureux de vous l'apprendre. L'Organisation mondiale de la santé classe évidemment depuis toujours l'alcool au rayon des drogues. C'est pas parce qu'elle est en vente libre que ça n'est pas une drogue. Et toutes les drogues, fût-elles en vente libre, elles créent le risque d'une dépendance. La maladie alcoolique, ça fait partie historiquement des toutes premières addictions qui ont été documentées, référencées par la science. Mais c'est précisément ce que doit c'est pas pareil. C'est l'excès. Alors que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Non, ce n'est pas l'excès. Il y a des personnes qui sont malades d'alcool, qui ne sont pas en capacité d'en consommer sans devenir dépendantes, sans prendre l'autoroute vers la clochardisation. C'est ça la réalité de la maladie alcoolique. On va pas interdire l'alcool, bien sûr. Il n'est pas question d'interdire l'alcool, il est question de sensibiliser le grand public au fait qu'on a des personnes en France qui sont malades d'alcool, et pour qui c'est très compliqué, par exemple, de s'entendre vendre de l'alcool au petit déjeuner. Quand vous allumez certains médias, vous entendez des publicités pour de l'alcool au petit déjeuner à 9h du matin. Et on a des personnes, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, elles ne sont pas malades. Et il y a des personnes qui sont malades d'alcool et pour qui c'est très, très difficile de voir sur un abribus, l'image d'une bière, par exemple. Parce que ça leur donne envie de courir au bistrot. Et ces personnes-là ne sont pas en capacité, peut-être comme vous, de gérer leur consommation de drogue. Moi, je bois pas d'alcool, donc c'est d'autant pour... Oui, mais Jean, comment vous faites le partage entre le vin qui en soi n'est pas une malfaisance et la drogue qui l'est? Non, mais le whisky non plus n'est pas une malfaisance pour quiconque n'est pas dépendant. Qui est gênant. Mais l'alcool est de la drogue. Écoutez, excusez-moi, il y a beaucoup d'États aux États-Unis, par exemple, où la marijuana est autorisée en vente libre, etc. Eh bien, regardez l'état des mômes quand ils fument effectivement de la marijuana, quand ils ne peuvent pas en fumer. C'est-à-dire que quand ils voyagent dans des pays où la consommation est interdite, eh bien, il y a quelque chose. Tout est dans. Et c'est pas parce qu'un produit est légal que c'est pas une drogue. Par rapport à l'alcool déclaré comme drogue, l'alcool, on parle pas forcément de celui qui se tape 1 litre de Marnia Village et qui peut pas vivre autrement. Pardon pour la pub. Oui, mais la boulimie morbide aussi existe. Non, mais Cécile, on parle par exemple de l'addiction. Mais Cécile, on parle de l'alcool mondain, on parle des addictions, on parle de cet alcoolisme qu'on ne voit pas. Les gens qui de toute façon ne peuvent pas faire un repas sans boire 2 verres de
vin à midi, oui, 2 verres de vin le soir. Mais c'est dramatique pour votre foie. Mais vous vous rendez pas compte. Mais François, je n'ai pas dit ça. Je dis l'association du mot de alcool avec la drogue me choque aujourd'hui et je pense à tous ces viticulteurs. Je trouve ça un peu... On peut être drogué du jeu, par exemple, aussi. Voilà, c'est une drogue, le jeu est une drogue. Les gens qui foutent tout leur salaire dans la gratte des cash ou des jackpots. Mais non, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le jeu, l'alcool, la cigarette et évidemment la drogue. Je vais vous couper des vraies voix, on va voir si c'est pas une drogue. Et le sexe, François. Absolument. Après, oui. Michael Douglas s'est fait opérer. Il y en a beaucoup comme ça. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants avec le coup de projecteur des vraies voix, avec une coalition de 10 pays qui s'est organisée hier pour lutter contre les attaques des rebelles yéménites houthis sur le trafic maritime en mer Rouge. Avec cette question, Philippe, est-ce que finalement on craint des conséquences sur les économies européennes ? Oui, parlons vrai. Est-ce que vous craignez une hausse de l'inflation, puisque maintenant les bateaux qui viennent d'Asie et qui nous apportent pratiquement tout ce qu'on consomme vont devoir mettre le double de temps pratiquement en contournant toute l'Afrique? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un risque, notamment pour votre pouvoir d'achat? Eh bien, pour le moment, vous le craignez. Attendez, je ne trouve pas le résultat. Vous dites attaque des Houthis en mer Rouge. Craignez-vous des conséquences pour les économies européennes? Oui, à 60%. Et Tigran Yegavian est avec nous, un membre du comité de la rédaction de Revue Conflit et professeur de l'université Schiller. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Très rapidement, est-ce que ces attaques vont-elles avoir un impact finalement sur les prix? Très certainement, il y aura un impact puisqu'il y a une tension sur le pétrole. Les trajets seront rallongés si on détourne par le cap de Bonne-Espérance. Le commerce mondial sera affecté s'il y a aussi un surcoût sur les primes d'assurance. Oui, il y aura un impact sur les prix. On en parle dans un instant. 0826 300 300, n'hésitez pas, on vous attend. C'est Zach qui est avec nous. Sud Radio. Et de retour dans les vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Jean Dorido et vous au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité, quoi qu'il arrive. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé hier la formation d'une coalition en mer Rouge pour contrer les attaques irresponsables, je cite, des rebelles houtistes du Yémen sur le trafic maritime. Cette opération baptisée Gardien de la prospérité associe donc 10 pays, dont les États-Unis, la France bien sûr, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Canada, Bahreïn et les Seychelles, Philippe. Oui, et parlons vrai, craignez-vous une hausse massive des prix en raison du trafic qui va devoir faire tout le tour de l'Afrique et mettre 2 fois plus de temps, ce qui va doubler le prix du transport? Est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat? Est-ce qu'on est dans une impasse diplomatique? Est-ce que vous pensez que cette coalition peut arriver à remettre de l'ordre dans la mer Rouge, même si maintenant avec un drone on peut faire de très gros dégâts à un navire? Et à cette question, attaque des Houthis en mer Rouge, craignez-vous des conséquences pour les économies européennes? Vous dites oui à 60%. Et notre invité, Tigran Yegavian, qui est avec nous, membre du comité de rédaction de la revue Conflit et professeur à l'université de Schiller. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément, l'impact va être important. Alors d'abord, ma chère Cécile, et surtout je m'adresse à votre animateur conjoint, comment ai-je pu mettre en doute la pertinence d'une telle question ? Ce matin, comme un imbécile, les Houthis, je me suis dit dans quel album de Tintin on se trouve, et en fait ça ressemblait presque à de la piraterie internationale, mais le peu de connaissances que j'ai accumulées aujourd'hui montre que c'est extrêmement sérieux, puisqu'il y a une coalition internationale, que l'Iran est derrière, qu'ils sont en train d'entraver très sérieusement ce commerce, puisque 80% du commerce mondial se fait par la voie maritime. Et 2 interrogations auxquelles notre invité répondra. Je suis frappé par l'importance malfaisante de l'Iran, tout de même, qui dispose de moyens considérables. Et deuxièmement, j'ai cru comprendre que la France, qui participe à la coalition mise en œuvre et souhaitée par les États-Unis, pourrait elle-même se trouver à court de munitions, si j'ose dire, rien que pour les drones.
C'est des questions que je pose. Mais je suis assez frappé parce que c'est la première fois que j'entends quelque chose de sensé sur la mer Rouge, en fait. C'est la première fois que on voit une telle opération. On rappelle, mais notre invité le sait, que dans l'indifférence générale depuis 10 ans, la guerre au Yémen fait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de morts. On sait très bien que les deux grands de la région s'affrontent pour le leadership, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et c'est la première fois que j'entends, c'est pour ça que je pense que c'est une très grande information, que j'entends qu'une coalition va enfin vraiment décider de résoudre cela. Je vois bien le communiqué des Houthis qui a dit de toute façon nous allons continuer. Voilà, la mer Rouge, c'est 60% du trafic maritime passe bien sûr par ce canal, par le canal de Suez. Je vois des compagnies comme Evergreen. Ce matin, j'ai réagi parce que j'ai vu le communiqué d'Evergreen qui dit voilà, nous arrêtons aussi, et en plus de ça, compagnie pétrolière BP arrête aussi. Et nous, en plus de ça, nous refusons maintenant du fret israélien. Oui. C'est à double tiroir. C'est non seulement on ne va plus passer par ces eaux-là, et en plus de ça, on ne prend pas de fret israélien. Donc on a un sujet de géopolitique, et je suis assez rasséréné de voir que la coalition internationale s'en empare. C'est la première fois, mais peut-être je me trompe, mais notre invité nous le dira, c'est la première fois de mémoire que je vois la coalition internationale, une coalition se tenter de résoudre ce sujet. On termine ce tour de table avec Jean Dorido. Oui, alors pour compléter ce que dit Françoise, oui, c'est un côté à la fois rassurant que la communauté internationale s'en empare, et en même temps, je trouve, et c'est la question que j'aimerais poser à notre invité, que ça a un côté très très angoissant, parce que là, ça veut dire quand même qu'il y a un niveau de tension vraiment extrême. Il y a aux USA des responsables politiques qui ont annoncé qu'ils envisageaient des frappes terrestres sur l'Iran si d'aventure l'Iran devait continuer d'armer effectivement ces rebelles Houthis. Et typiquement, voilà, j'aimerais poser la question à notre invité, est-ce que l'Iran est en capacité, parce que les Houthis, ils ont des drones certes, ils ont des missiles de croisière, des missiles balistiques, ils ont vraiment comme un arsenal. Ils ont déjà touché des bateaux français, un peu dans le coup. Et est-ce que l'Iran est en capacité de suivre militairement si ça devait s'envenimer? Alors, ce qui est intéressant, Tigrane et Gavian, avant de répondre à toutes les questions, c'est qu'on recontextualise pour ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, ce conflit, qu'on réexplique ce qui s'est passé. Alors, en 3 mots, le Yémen, c'est un pays, c'est un peu l'Arabie, c'est l'Arabie heureuse à la base, mais elle n'a d'heureuse que le nom. C'est la seule république, c'est le seul régime républicain dans toute la péninsule Arabie où ce sont des monarchies. Et ce qu'il faut comprendre, que c'est un pays qui est complètement, en fait, martyrisé par une guerre civile interminable qui a commencé à l'aune des printemps arabes. Du coup, on se retrouve avec un pays extrêmement fragmenté en 3 zones. La zone du nord et de l'Ouest, contrôlée par les rebelles Houthis, mais qui est en fait une véritable État dans l'État, puisque les Houthis se comportent comme une armée régulière, yéménite, très nationaliste, extrêmement nationaliste arabe, extrêmement anti-sioniste, anti-israélien. Ce sont le fer de lance d'un certain discours extrêmement virulent en faveur de la cause palestinienne. Le reste du Yémen est contrôlé par les partisans légitimistes pro-saoudiens, et vous avez au sein des zones tenus par les légitimistes, des séparatistes sudistes qui réclament un détachement du Yémen en 2 zones, sans parler des agissements de Al-Qaïda dans la péninsule arabique, aussi dans le sud, qui pour le coup ont le dessus sur Daesh dans la péninsule arabique. Donc vous voyez bien l'imbroglio yéménite, un vice sécuritaire et un effet de vase communicant entre ce qui se passe à Hamas et ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que vous avez un vide sécuritaire qui fait un effet de vase communicant, d'où la profonde dégradation de la situation sécuritaire dans le détroit de Bab el-Mandeb, ce détroit qui fait face à Djibouti, par lequel par pratiquement 30% du trafic international de conteneurs passe. Et après, on va les retrouver dans le canal de Suez. Donc, quel est le pays qui est le plus impacté économiquement par cette crise sécuritaire? C'est pas Israël, c'est l'Égypte. Bien sûr. Parce que l'Égypte est dans une situation économique désastreuse. L'Égypte est surendettée. L'Égypte a besoin de 30 milliards d'euros pour maintenir à flot son économie. Le FMI lui donne que 3 milliards avec des conditions complètement léonines. Donc effectivement, il y a des États qui ont beaucoup intérêt à stabiliser cette région. Et vous avez à Djibouti 6 bases en face, une base chinoise, une base américaine, une base espagnole, française, italienne et japonaise. Donc effectivement, tous les acteurs qui comptent dans le commerce international des conteneurs sont extrêmement concernés par ce qui se passe. En fait, les grands armateurs ne pourront plus passer par la mer Rouge et devront faire des détours qui vont durer plusieurs jours, c'est ça?
3 semaines en fait, pour passer par... C'est 3 semaines de retard, donc ça sous-entend des coûts assez conséquents, parce que les trajets rallongés, c'est plus de carburant, le commerce mondial va être affecté, mais c'est aussi plus d'impact sur les assurances, les assurances des containers, donc ils devront payer forcément des dividendes et ça aura un impact pour les consommateurs. Moi, je voudrais qu'on revienne à la question de Jean, pardonnez-moi, parce que je la trouve la plus importante. J'ai une réponse, mais je pense que la vôtre sur la question de l'Iran, est-ce que l'Iran est en capacité véritablement de mener cette guerre qu'elle mène à travers ses proxys, ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire le Hamas à Gaza, avec dans une moindre mesure, et puis les Houthis. Est-ce que, objectivement, moi je ne le crois pas, est-ce que, objectivement, l'Iran, selon vous, a une capacité de puissance militaire qui est égale à la menace qu'elle entend proférer dans la région? Moi je ne crois pas, mais dites-moi votre réponse. J'ajoute un mot à la question de Françoise Degois. Est-ce que l'Iran pourrait faire la même action sur le détroit d'Ormuz, de l'autre côté, où passe une très grande partie du pétrole mondial? Oui. Non, écoutez, moi je suis pas convaincu, et je rejoins votre propos que l'Iran ait intérêt à engager une guerre conventionnelle, c'est-à-dire une guerre où elle déploierait sa propre armée régulière contre l'armée israélienne, l'armée des États-Unis. Parce qu'elle ne peut pas, il n'a pas les moyens. La dernière fois que l'Iran a affronté un État, c'était en 188, c'était l'Irak. Depuis 1988, l'Iran ne fait plus de guerre conventionnelle. L'Iran fait des guerres asymétriques en économisant justement des hommes, et donc elle se sert de ces proxys. Alors on a beaucoup fantasmé sur l'impact et l'influence qu'a l'Iran sur la capacité décisionnelle de ces proxys. On pense que le Hamas palestinien, le djihad islamique palestinien, qui sont alliés de l'Iran, même le Hezbollah libanais, ils obéissent à la lettre à Téhéran, il suffit d'appuyer sur le bouton. Les acteurs locaux ont leur propre rationalité, ont leur propre marge de manœuvre. Je suis d'accord. Mais ce qui est évident, c'est que l'Iran tire les marrons du feu de ce qui se passe à Gaza, et elle utilise, et elle a récupéré, elle endosse le rôle de champion de la cause palestinienne, qu'elle instrumentalise certainement. Oui, mais il y a un vrai combat, parce qu'il y a évidemment Erdogan qui veut en remporter ce championnat. L'Arabie Saoudite ne s'en mêle pas. Il y a également l'Égypte qui dispute aussi la puissance régionale. Donc en réalité, mon sentiment, c'est que quand même tous ces interlocuteurs finalement s'annihilent. Vous comprenez ou pas? L'Égypte est à genoux. Un jeu à somme nulle, comme on dit. Oui, c'est à somme nulle. Le leadership, et surtout avec l'Arabie Saoudite. Je suis d'accord. L'Arabie Saoudite qui a fait un virage à 180 degrés dans la foulée du massacre perpétré par le Hamas contre les Israéliens. Absolument. Et la virulence en fait de la réponse israélienne. Et donc l'Arabie Saoudite et le Hamas se partagent un petit peu le leadership de cette question palestinienne, étant donné que les Saoudiens ont des vues sur Jérusalem-Est. Ils voudraient prendre la place des Jordaniens comme gardiens des lieux saints de l'islam à Jérusalem. Donc effectivement, on est dans une guerre froide. Là, je vois que 2 acteurs qui pourraient pacifier un petit peu cette région, et malheureusement, ce ne sont pas les Occidentaux, non, c'est la Russie et la Chine. La Russie et la Chine, puis c'est les champions des BRICS, et les Russes qui ont des capacités diplomatiques insoupçonnées, étant donné que ce sont les seuls acteurs qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire que il ne vous a pas échappé que la Russie n'a pas condamné le massacre du Hamas, que les serveurs du Hamas sont hébergés en Russie, que les relations, en tout cas que la Russie dispose de leviers diplomatiques importants. Ils étaient reçus, Vladimir Poutine a été reçu à Abu Dhabi avec beaucoup d'égards, donc un vrai retour dans la scène internationale. L'Iran, pareil, l'Iran a beaucoup de leviers dans la région. Et la Chine qui a réussi à négocier ce rapprochement inédit entre les 2 frères ennemis du monde musulman que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tyran, pardon, de juste 0826 300 300 avec une réaction de Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. C'est un débat passionnant. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'après le Covid, on a eu des problèmes pour faire venir les produits de Chine. Oui. On a eu le conflit russo-ukrainien. Et là, on se rend compte qu'on est encore sous la menace parce qu'il faut qu'on importe toujours plus. Je comprends pas qu'on n'ait pas relocalisé de plus en plus de production et on serait un peu moins dépendant des pays tiers. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Non. Alors, Tigran Yegavian, vraie question de Paul qui est agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Comment se fait-il qu'on n'a pas tiré les leçons du Covid, notamment? C'est trop tôt, Philippe. Ça fait 4 ans, on aurait pu quand même mettre des choses en marche. Une usine en 4 ans, on l'a construit.
On hérite la gestion calamiteuse du nucléaire. En fait, on a complètement sabordé notre industrie, enfin en tout cas notre parc nucléaire. Ça, c'est malheureusement on fait les frais du mandat calamiteux de François Hollande, qui a cédé au lobby des Verts, et on n'a pas encore opté pour une vraie stratégie d'indépendance nationale. Donc effectivement, nous faisons les frais de cet héritage, plus l'endettement post-Covid, plus la perte de compétitivité. Maintenant, la question, c'est de savoir si la France pourra se rapprocher d'acteurs européens comme l'Italie, avec lesquels on a une relation qui s'est réchauffée, l'Espagne, pour pouvoir exporter davantage notre armement, qu'on puisse, comment dirais-je, déployer cet idéal qui est un peu chimérique, mais d'Europe puissance en mer Rouge, parce qu'il y va de la sécurité de nos approvisionnements énergétiques. Mais cela explique aussi que... Philippe Bilger, une question courte. Je voulais vous demander, c'est peut-être un point de détail, si j'ose ce terme de funeste mémoire, mais est-ce que c'est vrai que l'Arabie Saoudite est un peu gênée à l'heure actuelle parce qu'elle s'apprêtait à avoir un accord peut-être avec les rebelles yéménites et qu'elle fait attention à ménager les rapports avec les États-Unis pour ne pas troubler cette volonté d'entente? La guerre lancée par l'Arabie Saoudite au Yémen en 2014, c'est un peu l'équivalent du Vietnam pour les États-Unis. C'est un vrai bourbier. Ils se sont embourbés. C'était la première décision du jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, quand il a accédé aux fonctions, aux responsabilités. Et le fait est que ce qui s'est passé, cette médiation chinoise a permis justement de trouver une solution honorable à ce bourbier. Mais là, ce qui se passe à Gaza rabat les cartes. Et effectivement, les Saoudiens ont très peur de cette déstabilisation, que les Houthis fassent monter très haut les enchères, étant donné que les Saoudiens ont un véritable projet pour le développement de la mer Rouge, notamment du parc touristique de la mer Rouge. Ils ont des vues, si vous voulez, pour la conversion de l'après-pétrole. Donc vous avez toute une politique d'investissement dans le cadre de la stratégie 2030 prônée par le jeune prince héritier qui va être remis en question par ce nouveau foyer de déstabilisation. Donc effectivement, l'Arabie Saoudite a beaucoup à perdre. Elle perd son rapprochement avec Israël, qui était un rapprochement gagnant-gagnant, puisqu'Israël est un pourvoyeur de sécurité pour l'Arabie Saoudite dans le cadre de sa guerre froide contre l'Iran. Et ça reviendra, bien sûr. Ça reviendra, les accords d'Abraham. Elle perd aussi les retombées, en tout cas les perspectives d'un développement touristique, économique, dans son littoral de la mer Rouge. Merci beaucoup. Tigran Yegavian. C'était passionnant, membre du comité de rédaction de la revue Conflit et professeur à l'université Schiller. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci beaucoup Françoise. C'était un plaisir. On vous souhaite de très belles fêtes, Françoise. Non, alors moi jeudi. Et alors la fille de mauvaise foi. On a l'impression que vous êtes déçus de la revoir jeudi. Non, je suis très contente. Parce que vous êtes désagréable. Jean Dorido, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur un sujet important sur les métiers de la sécurité. Vous savez que cette échéance des JO fait que nous avons besoin, je crois, de 25 000 agents de sécurité. Et on va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, le compte n'y est pas. À tout de suite.